Donc, je voulais d'abord remercier le musée de la photo, donc Madame Éléante, la présidente, et Monsieur Thiour, le directeur, de m'avoir invité. Ça me fait un grand plaisir, bien sûr. Et je vais donc vous parler des photos que j'ai prises il y a environ une cinquantaine d'années, puisque c'était entre 1972 et 1976 à peu près. Et je vais vous parler en même temps des livres que j'ai donc produits avec ces photos, parce que l'objectif des photos, c'était quand même essentiellement de compléter mes livres par de l'illustration, parce que écrire des livres avec que du texte, c'est souvent un peu rébarbatif et moins intéressant pour le public. Donc l'un des grands objectifs des photos, c'était bien l'illustration des livres. Donc on m'a demandé de résumer un petit peu aussi le pourquoi je suis arrivé, pourquoi et comment je suis arrivé à Madagascar. Alors j'ai fait un petit historique. Donc comme étudiant, j'avais déjà la passion des voyages. J'ai commencé à l'âge de 15 ans et demi, je suis parti en autostop jusqu'en Italie, ce qui était déjà pour nous à l'époque un grand événement dans la famille, laisser partir un jeune homme de 15 ans tout seul. Et ensuite, j'étais pris par la passion des voyages. Chaque année, je repartais un peu plus loin. Alors méthodiquement, d'abord l'Italie, ensuite la Grèce, ensuite la Turquie, ensuite l'Iran, ensuite l'Afghanistan, et toujours en autostop, ce qui était un moyen de locomotion à l'époque pour les jeunes. Et actuellement, c'est moins utilisé parce que je ne sais pas pourquoi, les gens ont peur d'arrêter n'importe quelle voiture qu'on ne connaît pas. Bon, à l'époque, ça se faisait beaucoup. Donc, pendant ces voyages, j'avais chaque fois un sujet d'étude parce que j'obtenais des bourses de voyage pour circuler comme ça. Et j'avais chaque fois un thème d'étude. Alors ça avait commencé par des sujets un peu archéologiques, les Étrusques en Italie, les vases grecs en Grèce. Et puis ensuite, un peu plus tard, j'étais déjà étudiant dans une école d'ingénieurs. J'ai pris des sujets un peu plus techniques. En Iran, j'ai étudié les grands travaux d'infrastructure de l'Iran. Ensuite, le même sujet en Afghanistan, étudier les grands travaux de l'Afghanistan. Et puis après, j'oubliais dans ma liste, après l'Afghanistan, il y avait l'Éthiopie. Donc j'ai changé de continent. En Éthiopie, j'ai encore étudié la même chose, les grandes réalisations industrielles en Éthiopie. Donc pendant tous ces voyages, je faisais beaucoup de photos. J'avais des appareils, d'abord des petits appareils bon marché pour les jeunes, mais ensuite je gagnais un peu d'argent pendant mes voyages, j'écrivais des articles dans des journaux, et puis j'ai pu acheter un très bon appareil. Donc après j'avais un Nikon, qui est quand même un excellent appareil, et j'ai fait de plus en plus de photos un peu partout. Bon, finalement, en 1968, j'ai commencé à travailler dans la compagnie Total comme ingénieur. Mon premier poste, ça a été au Sénégal. Et ensuite, dans le Sénégal, c'était de 1969 à 72. Et ensuite, j'étais envoyé à Madagascar, où je suis resté de 72 à 76. Alors, pourquoi ça s'est terminé en 76? C'est parce que le pétrole, la distribution pétrolière a été nationalisée dans le pays. Et on a prié tous les étrangers du pétrole de rentrer chez eux. Donc, nous avons quitté Madagascar. Et puis, je me souviens qu'à l'époque, notre directeur général à Paris nous avait dit « Oh, vous savez, ne vous tracassez pas, ils auront tellement de problèmes que finalement, ils nous demanderont de revenir. » Donc, ça s'est révélé vrai, je ne sais plus combien, 20 ou 25 ans après, les compagnies pétrolières sont revenues pour aider un petit peu la distribution pétrolière. Bon, alors, pendant mon séjour à Madagascar, j'étais un peu fasciné par la beauté des paysages, mais aussi par les caractères très, très particuliers de la civilisation malgache, la langue, la littérature, l'histoire du pays et surtout les sites historiques.
j'étais étonné par tous ces vestiges anciens qu'on trouve sur les sommets des collines autour de Tananarive, alors qu'on appelle souvent des collines sacrées. Mais en fait, j'ai toujours eu de mal à connaître exactement la différence parce que je crois que chaque village considère que sa colline est une colline sacrée. Donc je n'ai pas la liste officielle des collines sacrées. Mais avec tout ceci, donc, j'avais décidé de faire des quantités de photos. Tous les week-ends, je partais un peu dans les environs pour faire des photos. Et très rapidement, je me suis dit, mais ces photos, il faudrait que j'en fasse quelque chose. Donc, je pourrais faire un livre, par exemple. Et donc, ce livre, il serait fait à la fois pour les touristes, pour les étrangers et aussi pour les Malgaches qui tous n'ont pas toujours le temps d'aller visiter tous les sites autour de chez eux. Alors, finalement, je ne l'ai pas compté exactement, mais je crois que j'ai fait à peu près 1900 photos pendant ces quelques années. Et ensuite, j'ai fait une sélection, j'ai sélectionné les 800 meilleures photos. Et puis, c'est avec ces photos que j'ai refait une sélection pour illustrer mon premier livre qui est Tananarive et Limerne. Alors, pour ce livre, je crois que j'avais pris à peu près 200 photos de mes collections. Et donc ensuite, il fallait aussi rédiger le livre. Donc ça a été un grand travail où j'ai beaucoup travaillé à l'Académie malgache, qui a toujours été d'un accueil extraordinaire pour moi. Je pouvais travailler chez eux autant que je voulais. J'ai consulté non seulement tous les livres anciens, mais également pas les journaux, mais les publications qui étaient faites par différents organismes de recherche, les publications scientifiques. Et donc j'ai recueilli tout ce que je pouvais comme information sur les sujets que je montrais dans mon livre. Donc un grand merci à l'Académie malgache. Ensuite, il a fallu décider d'imprimer le livre. J'avais eu un très bon contact avec M. Balanche, qui dirigeait la librairie de Madagascar à l'époque, et qui m'avait dit qu'il était d'accord pour éditer le livre. Mais quand tout était fini, il y avait eu des événements de 72, 73, etc. à Madagascar. Et le libraire m'a dit, ben non, là, vraiment, la clientèle est devenue très, très minime. Beaucoup de gens sont partis. Je ne peux plus financer ton livre. Alors, bon, je me suis dit, bon, alors je le finance moi-même. Donc, je suis devenu éditeur de mon propre livre. Et puis, finalement, je l'ai fait imprimer à la SME, Société Malgache d'édition. Et le livre s'est très bien vendu, quand même, régulièrement. Et pendant une vingtaine d'années, le même livre était en vente à la librairie de Madagascar, qui était la meilleure librairie de l'époque. Et le libraire, très, très sympathique, a toujours gentiment accepté de gérer mon stock et de m'aider quand il fallait de temps en temps réimprimer le livre. Voilà, donc ça c'était mon premier livre, il a paru en 1976. Il a été réimprimé plus tard en 1987, où j'ai un petit peu modifié la présentation, etc. Donc ça a donné si vous le rencontrez actuellement, mais il est rare de le rencontrer, ça c'est la première édition. Ça, c'est la deuxième. J'avais changé la couverture. Et puis, ensuite, je m'étais dit, bon, les Madagascar et Limerne, c'est bien, mais ce n'est pas tout Madagascar. Donc, ensuite, j'ai commencé la préparation d'un second livre qui s'appelait « Les provinces malgaches, art, histoire, tourisme ». Et alors, ce livre-là, je n'ai pas pu le finir avant de quitter Madagascar. Et ma société m'a envoyé en Côte d'Ivoire. J'ai continué depuis la Côte d'Ivoire et je suis revenu 2 fois en vacances à Madagascar pour le terminer, parce qu'il me manquait les zones les plus éloignées, le Grand Nord, le Grand Sud. Donc nous avons visité avec ma femme malgache toutes ces régions que je ne connaissais pas encore très bien. Et j'ai produit ce livre qui s'appelle donc Province malgache. Alors ça c'est, si je ne me trompe pas, c'est bien lui, voilà. C'est celui-là, dans lequel je présente de la même façon un peu méthodique toutes les autres provinces, une à une. Donc ce livre-là, il a paru en 1979. Et ensuite,
comme j'avais encore des projets, j'ai lancé le projet d'un troisième livre qui présente la nature malgache, la faune et la flore de Madagascar, qui font partie, on peut dire, vraiment intégrante même de la culture du pays. Donc ça restait toujours dans un domaine culturel. Mais pour parler de la faune et de la flore, je n'avais pas les compétences voulues. Donc là, j'ai vraiment joué le rôle d'un éditeur. J'ai recherché toute une équipe de scientifiques, chacun spécialiste dans son domaine. Donc il y avait un scientifique spécialiste de la flore, un autre des mammifères, un autre des insectes, un autre des oiseaux, etc. Et puis le directeur des parcs nationaux de Madagascar a rédigé le chapitre sur les parcs nationaux. Et le chef de file de toute l'équipe, il s'appelait Renaud Paulian, pour ceux qui l'ont connu, c'était le meilleur expert de la nature malgache à l'époque. Bon, toutes ces personnes, on n'a jamais eu de réunion tous ensemble. Il y en a qui étaient éparpillés dans le monde, en Angleterre, il y en a qui étaient en Nouvelle-Calédonie, il y en a qui étaient en France, moi j'étais en Côte d'Ivoire. Et on a réussi à faire un livre comme ça, étalé sur 2 années, uniquement par correspondance, par la poste. Voilà, même pas le téléphone qui était trop cher. On a tout fait par la poste. Ben, on a réussi à faire un livre, je crois, qui est pas mal, qui est bien réussi. Nous avons obtenu quelques appuis, notamment l'aide de M. Deholm. Je crois qu'il est là, où il devait venir aujourd'hui. Monsieur Deholm. Alors, Monsieur Deholm est là, merci beaucoup. Et puis, donc, il m'avait aidé en finançant, je crois, un millier de livres, enfin une belle quantité de livres. Et j'avais obtenu également une aide du ministère français de la coopération, ce qui a permis de faire un livre tout en couleur, alors que mes livres précédents étaient plutôt du noir et blanc. Et j'avais recruté, si j'ose dire, entre guillemets, recruté une dizaine de photographes différents à travers le monde qui tous avaient de très belles photos sur la faune ou la flore. Donc on a terminé ce livre en 1981. Voilà. Alors là, j'en reviens maintenant au tout premier livre, Tananarive et Limeerne, qui est l'objet de la petite présentation aujourd'hui. Donc mes 800 photos que j'avais fait tirer sur papier, j'avais commencé à les coller dans un album. Et comme je n'étais pas pressé, j'ai mis des années pour finir cet album. C'était plutôt garder un souvenir de tout ce que j'avais fait. Ensuite, longtemps plus tard, presque 50 ans plus tard, je suis arrivé à Tananarive où j'ai découvert le musée de la photographie. Et après avoir rencontré et fait connaissance de Madame Eliante, la présidente, et Monsieur Thiour, le directeur, qui connaissait bien mon livre, qu'il n'avait pas pu trouver en librairie, mais il l'avait, je crois, obtenu par photocopie. Et donc, l'idée m'est venue ensuite de leur proposer mon album avec les 800 photos pour les collections de ce musée. Donc, ils ont volontiers accepté. Et je leur ai apporté, donc, il y a quelques jours, cet album avec les photos et également toutes les pellicules, les négatifs pour pouvoir éventuellement faire des retirages de ces photos. Voilà. Et le tout est soigneusement numéroté, ça fait qu'on peut retrouver rapidement chaque pellicule pour chaque photo. Alors voilà, on vous a montré, pendant que je parlais, une partie des photos. Donc là, c'était un échantillon des photos, environ, je crois, une vingtaine ou un peu plus. Est-ce qu'on a fait le tour complet déjà des photos? Oui. Alors normalement, le tour continuait pour un deuxième tour. Et maintenant, donc, nous allons passer aux autres photos pour lesquelles je vais vous les commenter un peu une à une. Donc c'est ce petit bouton là. Oui, voilà. Alors ces photos, on peut les classer en 4 catégories. Une première catégorie, c'est celle que vous avez vu déjà défiler. Ce sont des paysages, de beaux villages, des maisons traditionnelles, des habitants, des scènes de la vie quotidienne.
Là, la suite maintenant, il y a la seconde partie, ce sont des photos ou de documents ou de photos historiques. La troisième partie, ce sera des photos que j'ai prises moi-même relatives à la ville de Tananarive. La quatrième, ce sera donc les villages et les collines sacrées de tout le reste de l'Himerne. Donc la seconde partie qu'on commence, ce sont les photos historiques. On peut les appeler les premières images de Tananarive. Je dis images parce qu'il y a à la fois des gravures, qui n'étaient donc pas des photos, mais j'ai consulté dans les livres anciens et j'ai pu photographier ces gravures. Et puis ensuite, ce sont des photos anciennes, puisqu'on a quelques photos dont la plus ancienne remonte même aux années 1862, ce qui m'a beaucoup étonné. Alors, voilà, ça, ce sont donc les toutes premières images. Tananarive, la ville haute, ça a été pris en photo par le pasteur William Ellis en 1856. Le pasteur Ellis, il a pris les toutes premières photographies enfin, pas les toutes premières, mais parmi les toutes premières photographies de Madagascar, dans son livre intitulé « 3 visites à Madagascar ». Ensuite, il y a donc un gros plan de cette gravure. On voit parfaitement le palais de la reine, les 2 petits palais devant, et surtout, on voit à quoi ressemblait la ville de Tananarive à l'époque. Il n'y avait que des maisons en bois, puisqu'il était interdit d'avoir des maisons en pierre à l'époque. C'était réservé à la famille royale. Alors, ensuite, la photo suivante, oui, c'est une autre vue, en fait, de cette région ancienne de la Haute-Ville. Et là, vous avez un gros plan, donc, du palais de la Reine et du palais d'argent, le Tranuvul, qui est bien connu et malheureusement qui a brûlé avec les autres palais en bois en 1995. Alors là, je passe juste rapidement sur une photo ultra moderne, bien sûr, mais qui permet de voir immédiatement à quoi ressemblait la ville ancienne à l'époque où tout était encore existant. Donc là, tout le monde reconnaît les différents palais. Donc ça, c'est une photo qui a été prise par avion, que j'avais trouvée dans des collections. Ensuite, je vous montre une photo qui est vraiment très, très importante et historique, puisque c'est la translation des restes de la reine Ranaval III à son tombeau au Rouve. Alors, je rappelle que la reine Ranaval III avait été envoyée par Gallieni en exil en Algérie en 1897. Elle est décédée à Alger en 1917 et c'est 20 ans plus tard, seulement en 1938, qu'a eu lieu cette grande cérémonie de translation des restes de la reine. Donc c'est une des photos les plus importantes de cette collection que j'ai pu rassembler. Ensuite, nous refaisons un bond en arrière avec une gravure étonnante qui montre la toute première chapelle catholique en bois à Andoual. Alors ça, donc cette gravure a été faite vers 1869. Et c'est exactement à cet emplacement qu'on a construit ensuite la cathédrale de Tananarive. Le chantier avait démarré en 1873 et en fait elle a été achevée à peu près 20 ans plus tard. Bon, je n'ai pas mis des photos de la cathédrale puisque tout le monde la connaît, elle existe toujours. Ensuite, photo suivante. Donc là, c'est le palais du Premier ministre que tout le monde connaît également. La photo date de 1902, mais donc l'extérieur du palais n'a jamais changé, et même suite à l'incendie qu'il y a eu, je ne sais plus à quelle date exacte, il a été restauré comme il était auparavant. Une autre photo, alors là, oui, c'est très étonnant, ce n'est pas une gravure, c'est une photo
Et pourtant, elle est très ancienne, elle date de 1873. Et ça montre le campement de l'armée de la reine avec 50 000 soldats à Machine. Donc là, c'était Ranaval II, la reine. Et donc cette photo est surprenante parce que on ne sait pas exactement dans qui l'a prise la photo. Mais elle figure dans des collections anciennes qu'on trouve même à Tsimbazaz, maintenant dans les collections de l'Académie malgache. Alors, une autre gravure, cette gravure vous montre le petit îlot du lac Anouche, et c'était donc, cette gravure figure dans le livre de Kata. Kata a fait un voyage célèbre qui s'appelle tout simplement « Voyage à Madagascar » en 1889-90, et son livre a paru en 1895, je crois juste avant en fait l'invasion par l'armée française de Madagascar, juste avant ou en même temps, je ne sais plus. Et puis un autre document très ancien qui est extraordinaire. Je regarde à quoi il ressemble en projection. Oui. C'est un plan qui a été en fait dessiné par James Cameron, un Anglais qui n'était pas photographe. Lui, il était architecte, bâtisseur. Il a participé à la construction du palais de la reine. Et ce plan a été fait en 1838 et publié à l'époque dans un livre de William Ellis, donc le pasteur anglais. Mais on n'a pas trouvé, enfin on n'a pas l'original de ce plan, on n'a que la copie imprimée dans ce livre. Et pour finir avec des questions un peu anciennes, là vous avez une photo aussi très intéressante, c'est le parc automobile du gouverneur général, enfin du gouvernement général français à Tananarive. La photo est de 1901 et on peut dire que les premières voitures automobiles roulaient en Europe à partir de 1885-90. Donc ce sont vraiment encore les débuts de l'automobile. Alors là, nous passons sur les photos prises par moi. Bon, les photos précédentes, je les ai prises moi-même, mais ce sont des photos de photos ou des photos de gravure. Donc là, ce sont des photos vraiment que j'ai prises moi-même en originaux. Alors là, il y a une petite série donc, de photos de Tananarive. D'abord, il y a, mais ce sont des choses que vous connaissez bien, Manjaka Miadan en entier. Et puis, donc ça c'est vers 1973, toutes ces photos. Et là, vous avez en plus le palais d'argent qui avait été bâti pour Radam Ier, et puis les tombeaux des rois et des reines qui sont devant, et qui a bien sûr, tout ça malheureusement avait brûlé en 1995. Et là, vous avez une photo de Béchacan, la case royale d'Andrianan-Poigny-Merne, qui a vécu de 1787 jusqu'à 1810 comme roi au moins de Limerne. Et vous avez également donc la case Manon-Pichou, qui veut dire en français surcroît de beauté, et elle a été construite pour la reine Rachouerne en 1865 par un missionnaire anglais également. Ensuite, nous avons simplement une belle maison malgache que j'avais photographiée à l'époque parce qu'on voyait que déjà elle avait été certainement rénovée, elle était magnifique déjà en 1973. Je pense que cette maison existe encore. Je n'ai pas vraiment cherché à la retrouver, mais je pense qu'on pourrait la retrouver facilement. Alors dans les choses un peu anciennes, j'ai rajouté cette photo qui m'avait beaucoup étonné. J'avais trouvé ces deux Micheline
garé sur un terrain à côté de l'hôpital de Girard-Robic à Tananarive. Et donc, je crois, on m'a dit qu'elles sont toujours là. Donc, les Michelin, je vous le rappelle, sont comme des autorails qui roulaient un petit peu en Europe, mais qui ont beaucoup été faites, je ne sais plus pour quelle raison, pour Madagascar. Et déjà, l'écartement des rails n'était pas le même à Madagascar et en France, donc c'était une construction spéciale pour Madagascar. Alors pourquoi on les appelle Michelin? C'est parce que c'était des engins qui roulaient sur des pneus. Et ces pneus étaient fabriqués par Michelin. Donc tout simplement, on les a appelés les Michelin. Et il n'y a pas longtemps, on pouvait encore louer une Michelin à Tananarive et il fallait être une trentaine de personnes pour rentabiliser ça. C'était assez cher. Et on pouvait faire un voyage jusqu'à Antsirabe, parfois même redescendre une partie du chemin de fer, pas jusqu'à Tamata, mais une partie du chemin de fer. Mais on m'a dit que maintenant, elle ne roule quasiment plus du tout. Il y en avait une qui avait continué à rouler plus longtemps à Fianarantsoa. Et de Fianarantsoa, elle descendait jusqu'à Manakar. Et là aussi, on m'a dit qu'apparemment, ça ne fonctionne plus, mais qu'on peut encore la louer pour faire une petite partie du trajet parfois. Voilà, ça c'est pour ces images de Tananarive. Et puis maintenant, on va passer sur les... Ah oui, il y a encore 8 clichés, donc sur des photos de Tananarive. Ah oui, il y a l'incendie de l'hôtel de ville. L'incendie de l'hôtel de ville qui a eu lieu le 13 mai 1972, je crois, et qui a été reconstruit complètement. Et le gouvernement a eu l'excellente idée de conserver le même bâtiment, le même style, pour qu'il soit bien intégré au paysage de la grande avenue. Donc il a été reconstruit, je crois, dans les années 2000. Je n'ai pas la date exacte en tête. Et encore une photo du Zuma. Alors le Zuma, comme la plupart d'entre vous le savent, il a les petits pavillons dans lesquels existe toujours, mais le Zuma qui s'étendait sur toute l'avenue de l'Indépendance, lui, il a malheureusement été expédié ailleurs dans la ville. Et nous avons encore là une photo de la porte d'Ambava d'Imitaf dans les années 70. À l'époque, je crois qu'il y avait encore 2 ou 3 portes anciennes à Tananarive. Et je ne suis pas sûr qu'il y en ait encore autant. Peut-être qu'il n'y a plus que celle-ci actuellement. Alors là, nous abordons les photos des villages et des collines, qu'elles soient sacrées ou qu'elles ne soient pas sacrées, mais des collines intéressantes à connaître. Alors, on commence par la plus célèbre, évidemment, qui est Ambohimang. Ambohimang, là, c'est un petit pavillon du Rouve d'Ambohimang, avec en dessous l'accès à la fosse aux bœufs. Alors tout ça, ce sont bien sûr des échantillons de mes photos. Pour Ambohimang, je crois que j'en ai dans mon album au moins une trentaine de photos, rien que pour Ambohimang. Alors là, c'est le chemin d'accès qui descend vers la fosse aux bœufs. On a également la case du roi Andrianan Poinimerne, qui a régné de 1787 jusqu'à sa mort en 1810. Et donc c'est étonnant comme la case ressemble exactement à celle qui a été édifiée à Tananarive. Et ici, vous avez l'intérieur de la case du roi avec le foyer qui est au centre de la case, comme dans la plupart des maisons anciennes malgaches. Puis on passe sur les pavillons des reines à Ambohimang, qui servaient donc de résidence pour l'été. Et elles ont été édifiées aux environs de 1860 à 1870 sous le règne de Ranaval II. Et pour Ambohimang, ah oui, là, ça c'est l'intérieur d'un pavillon vu depuis le pavillon d'en face.
On m'a dit que maintenant, on ne peut plus, je crois, rentrer dans les pavillons, que ça a été plus ou moins interdit aux visiteurs. Bon, c'est peut-être dommage, mais en même temps, c'est une précaution pour éviter aussi qu'il y ait un incendie qui se déclenche un jour, puisque Ambohimong a jusqu'à présent toujours résisté et n'a jamais eu de telles catastrophes. Et on finit avec la superbe entrée majestueuse d'Ambohimong en Batu Mitsangan. Et il faut savoir que ce fameux disque en pierre immense, il fait 4,50 m de diamètre. Il a une épaisseur de 30 cm. On a calculé que son poids est de 12 tonnes et qu'il fallait 20 soldats pour déplacer cette pierre ronde. Alors, on suppose que ce n'était pas fermé tous les soirs et ouvert tous les matins, mais enfin, en cas de besoin, on était capable de fermer cette porte. Une autre colline avec un petit palais très connu, c'est le palais en bois du Rouv d'Itaf. Alors, on dit que le Rouv d'Itaf, il était probablement fait pour Radam II, mais en même temps, on dit qu'on n'en a pas la preuve formelle que le roi est venu dans cette case, mais bon, je crois qu'elle a été conservée jusqu'à ce jour aussi, j'espère. Alors là, nous sommes à Ambohidratrim. Alors moi j'ai vu beaucoup de collines, mais j'avoue que je suis incapable maintenant, sans l'aide de mes papiers et de mes notes, de définir le nom de chaque colline en fonction de ce qu'on voit sur la photo, parce qu'il y a beaucoup de ressemblances souvent. Donc Ambohidratrim, avec son rocher et des cases sacrées qui sont peut-être des tombeaux, je ne suis pas certain. Ensuite, on a une petite vue d'un village qui s'appelle Fénoarive. Je ne sais pas si vous le connaissez tous, mais Fénoarive est, semble-t-il, un des très très rares lieux où il y a encore une case ancienne qui était encore habitée en 1975. Bon, je ne suis pas sûr qu'elle soit encore habitée actuellement, mais en 1975 déjà, les touristes, les promeneurs pouvaient entrer dans la case et on pouvait même voir l'intérieur de la case. Donc, et en fait, les habitants étaient contents de gagner un peu d'argent en montrant cette vieille case qui avait su être préservée. Alors, je ne sais pas si quelqu'un la connaît dans la salle. Quelqu'un a visité cette case? Levez la main? Non, personne. Donc, il vous reste à essayer d'y aller, de voir si elle existe encore. Je ne suis même pas certain qu'elle a survécu, parce que 75, ça fait quand même 50 ans. Hein. Donc, ce serait intéressant de le savoir. Après Fénoarive, ah oui, ça c'est donc l'intérieur. Vous voyez, l'intérieur de la case, il y avait le foyer au centre et puis il y avait le maigre petit mobilier ou vaisselle des habitants qui étaient là et on pouvait entrer et faire des photos. Voilà, il y avait même le propriétaire des lieux qui était là et qui acceptait d'être photographié. Donc ça, ce serait intéressant de voir si ça existe encore. Alors là, nous sommes à Imeri-Manjak. C'est le tombeau de Rafui et Ranjita. Ensuite, il y a une vue de Kaloy. Alors Kaloy, je ne sais pas si on prononce comme ça en malgache, Kaloy. En tout cas, Kaloy est très impressionnant. C'est vraiment le sommet d'un sommet. On est parmi des rochers. Il n'y a plus que des rochers. Et en plus des rochers, il y a des stèles, des batolaïs qui ont été édifiés en l'honneur des officiers du roi Andrianan-Poinimerne. Alors, est-ce qu'ils sont, je crois qu'il y en a qui sont enterrés là, parce qu'à l'époque, je notais les informations que je pouvais trouver. On m'avait dit que ce sont des tombes et des stèles pour les officiers du roi. Après, c'est Andranour. Alors, Andranour, là, on ne peut pas se tromper. On reconnaît
la maison sainte de Andranour, parce que c'est la seule que j'ai pu voir qui est traversée par un arbre. Là, vous voyez l'arbre qui entre à l'avant, sous la vitrine, sous les fenêtres, et qui ressort à droite, un peu plus loin sur la photo. Vous voyez la sortie de l'arbre. Donc, il semblerait que ce petit bâtiment sacré a été construit volontairement autour de l'arbre existant, sans doute. Et là aussi, c'est la même maison sainte. Vous voyez toujours cet arbre qui passe à travers, mais vu, je crois, par l'autre côté. Et puis devant, au pied de l'arbre, vous voyez un autel où des gens viennent prier régulièrement. C'est un endroit très, très sacré. Tout au fond, à droite, on voit aussi un petit Tranumanour qui est posé sur un rocher. Et ici, nous sommes à Antsaadint. Tout à gauche, c'est le tombeau qui est marqué. La dalle de pierre, je crois, était marquée 1889. C'est le tombeau du général Ratsimiar. À droite, il y a la case qui, elle, aurait été construite en 1860. Et cette case, elle appartient aux descendants de ce général. Et nous voilà à Amboitarivo. C'est un tout petit village qui est très, très proche de Tananarive. Il est au nord d'Ivat. Vous voyez là un sentier qui mène au sommet de la colline sacrée. Il faut passer entre les deux grands rochers. Et sur la même colline, on voit là une femme qui invoque un défunt ou qui prie sur un petit autel. Un autre village au nord d'Ivat qui s'appelle Amboimachina. Donc ça, j'ai pris c'est pas vraiment pour la colline sacrée, j'ai pris la photo pour le style que j'ai trouvé très typique de ces très anciennes maisons qu'on voit encore dans certains petits villages où il n'y a aucune maison récente, il n'y a que quelques vieilles maisons, tout au moins à l'époque, il y a 50 ans. J'ai écrit, c'est un village très discret, comme il y en a beaucoup. Toujours aux environs d'Ivat, Amboit-Cendre. Alors là aussi, la porte d'accès au village passe entre deux très grands rochers. Et la particularité, c'est qu'il y a des rochers énormes qui ont été certainement posés par-dessus, ils n'étaient sans doute pas là naturellement. Et on m'avait dit au village que par-dessus ces rochers, il y a encore des vestiges d'un ancien tombeau Vazimb. Ce qui voudrait dire que l'ensemble avait été installé quand même il y a fort longtemps. Et nous arrivons à l'une des villes sacrées, des villages sacrés les plus connus, c'est Amboy-Malaz. Alors là, j'ai pu faire cette photo aérienne qui est très impressionnante puisqu'elle montre plutôt le village de Tombeau, on peut appeler ça comme ça, un sommet de colline assez plat, entièrement occupé par les tombeaux. Et il est très connu, je crois, à Tananarive. Je précise aussi que j'ai fait pas mal de photos aériennes. Il y en a au moins une trentaine ou plus dans mon album. Et ces photos ont toutes été faites avec l'amabilité d'un ami qui s'appelait André Vachald, qui était professeur de physique et pilote amateur d'avion et qui m'avait emmené plusieurs fois uniquement pour faire des photos aériennes aux environs de Tananarive et même de la colline du Rouve de Tananarive, dont j'ai quelques belles photos aériennes. Donc ici à Antsaadint, il y a un endroit qui est remarquablement magnifique. Les deux mots sont mérités, accolés. C'est incroyable. Vous avez une entrée avec des dalles de pierre gigantesques. Vous avez ensuite l'entrée traditionnelle avec une grande pierre verticale et un disque en pierre. Et puis ensuite, vous avez encore une maison remarquable
pour un village avec des colonnes de pierre. Et j'ai d'autres photos de cette maison, elle est absolument remarquable. Bon, ensuite, là, c'est un tombeau que j'ai pris en photo parce qu'il est typique des tombeaux de dimension moyenne avec une petite Tranumanar sur le dessus du tombeau. Et donc, il y a beaucoup de tombeaux de ce type sur cette colline. Il y avait même, quand j'étais là-bas, il y avait quelqu'un qui était en train peut-être de faire l'entretien de son tombeau. Et comme il a vu que je m'intéressais à tout cela, il m'a dit « Mais monsieur, si vous voulez voir l'intérieur d'un tombeau, venez chez moi ». Et il m'a gentiment admis dans son tombeau. J'étais très sensible à ça. Et il m'a montré l'intérieur du tombeau avec les défunts sur les dalles de pierre. Donc je trouvais ça vraiment d'une gentillesse incroyable. Donc après Ambohimalaza, nous arrivons à la dernière partie des photos. Et nous sommes d'un coup transportés à Mantachu. Alors Mantachu, comme vous le savez, a cette magnifique maison de Jean Laborde qui est toujours là. Jean Laborde, c'est un Français qui avait fait un naufrage à Madagascar en venant de l'Inde en 1832. Ça se passait au sud de Mahanour. Et ce naufragé avait été accueilli par un Français qui s'appelait Napoléon de Lastel, qui était producteur de rhum. C'est lui qui l'a présenté à la reine Ranaval Ier. Et dès 1833, il est devenu un petit peu l'homme à tout faire, le bâtisseur de la reine. Donc non seulement il a créé une fabrique de poudre à Ichourak, mais à Mantachu, il a créé une véritable ville qu'il a conçue lui-même. Il a fait lui-même le plan de la ville. Et il a travaillé là-bas de 1837 à 1841 pour créer le début d'une ville complète. Il est décédé bien plus tard, en 1878, donc il a eu le temps de faire des quantités de choses, le plus souvent donc à Mantachu et pour la reine. Alors là, c'est le haut fourneau, où Jean Laborde, qui savait faire beaucoup de choses, il était architecte, bâtisseur, industriel, il faisait de tout. Et donc là, il avait le haut fourneau qui produisait du fer, de la fonte. Et c'est avec cette fonte qu'il a fabriqué des canons qu'on appelait les béchakaf, parce qu'ils mangeaient beaucoup de poudre. Et en fait, ils étaient tellement coûteux à utiliser que la reine ne s'en est jamais servi. D'abord, la reine n'a pas eu à faire de véritable guerre. Et donc, ils ont surtout été décoratifs. Et vous en trouvez notamment à Ambohimang, des canons avec les armoiries de la reine qui sont inclus dans le bronze. Donc, ensuite, je vous ai mis... oui, malheureusement, je ne pouvais pas mettre beaucoup de photos pour cette réunion. Donc, nous passons d'un coup à Mooramang, qui fait encore partie de l'Imerne, je crois. Et à Mooramang, vous avez, pour ceux qui ne le savent pas, un étonnant musée de la gendarmerie. Alors, il y a un petit musée, un bâtiment, avec dedans beaucoup d'objets qui viennent de toutes origines, que les gendarmes, à une certaine époque, se sont passionnés à collectionner. Et à l'extérieur, ils ont à l'extérieur du musée, ils ont quelques vieilles voitures, ils ont des choses plus impressionnantes, plus grandes à montrer. Si vous allez à Mooramang, ne négligez pas le musée de la gendarmerie. Donc ça, c'est une voiture Berlier qui date des années 2000, non pas 2000, 1920. Et là, nous sommes un petit peu, on peut dire, un retour en arrière. Nous sommes à Tsinjoarive, mais je voulais absolument vous montrer Tsinjoarive, que vous avez pu voir sur l'affichette pour notre petite réunion d'aujourd'hui. Donc Tsinjoarive, c'était un rouve qui avait été bâti du temps de Ranaval Ier et qui a servi également jusqu'à Ranaval III. Et c'était, on peut dire, les résidences d'été des reines.
Elle venait là se reposer de temps en temps, pas très souvent, mais quand elle se déplaçait, c'était un véritable cortège avec des centaines ou des milliers de Malgaches qui suivaient le cortège. Donc ça, c'est une photo qui a été prise vers 1900. Le photographe exact n'est pas connu, mais la photo appartenait à la collection Ravelousson. Monsieur Ravelousson était un monsieur qui avait d'énormes collections à l'époque où j'étais à Tananarive, il y a 50 ans. Il avait beaucoup de timbres anciens de Madagascar et beaucoup de photos anciennes. Alors il vendait les timbres, il ne vendait pas les photos, mais il autorisait qu'on les photographie. Donc j'avais pris des photos de quelques-unes de ses plus belles photos. Et je ne sais pas ce que tout ça est devenu après son décès. Quelqu'un m'a dit qu'il y avait en circulation à l'époque, oui, des photos anciennes de collection Ravelousson qui étaient en vente. Ensuite, donc là, vous remarquez tout en haut, donc ce sont les pavillons de la reine, et juste en dessous, il y a un petit village de cases malgaches. Et en bas, bien, ce sont les rapides, les chutes du fleuve Onive. On peut toujours aller de nos jours visiter cette région. Voilà une photo que j'avais prise il y a 50 ans des pavillons de la reine. C'était déjà, il y a 50 ans, un petit peu dégradé. Mais on m'a dit que récemment, on a malheureusement remplacé toutes les toitures en chaume par des toitures en tôle ondulée. C'est un peu surprenant qu'à Madagascar, on n'arrive pas à trouver des gens capables de refaire des toitures en chaume. C'était quand même plus beau à voir. Bon, mais en tout cas, ce petit rouve, c'est le rouve d'été des Reines, on peut toujours le visiter. Ça se trouve une route qui part à partir d'Ambatoulambe, je crois, pour y aller. Et ensuite, nous terminons avec la maison. Peu de gens connaissent. C'est la maison à Ankazubé où vécut, je crois qu'il était commandant à l'époque, le commandant Lyautey, qui était arrivé à Madagascar avec l'armée française en 1897. Il a littéralement créé la ville d'Ankazubé. Il raconte ça dans son livre de souvenirs. Il est très fier parce qu'il avait dessiné lui-même sur papier les plans de cette ville. Il avait une vocation de créateur. Il a été ensuite dans le sud de Madagascar. Il a écrit un beau livre qui s'appelle « Lettres du sud de Madagascar », je crois me souvenir. Et puis par la suite, il est monté en grade très rapidement. Il a fini comme gouverneur général du Maroc. Et alors là aussi, il a complètement transformé, modernisé le Maroc. Et les Marocains actuels le considèrent toujours vraiment comme un excellent gouverneur. Et il avait conservé toutes les traditions marocaine. Il n'a pas été considéré comme quelqu'un de néfaste par les Marocains. Il est enterré au Maroc et il était devenu maréchal de France à la fin de sa vie. Voilà, alors je voulais encore vous dire que toutes ces photos que vous avez vues, moi je les classe un petit peu en deux catégories. Les premières qui défilaient sur l'écran pendant que je parlais, je les qualifie un peu de photos éphémères. On les regarde rapidement et puis elles disparaissent. Ce sont de beaux paysages, des portraits, des scènes de la vie à la campagne, etc. C'est un peu décoratif. Et puis après, toutes les photos suivantes, nous les avons qualifiées de jalons. C'est pour ça qu'il y a ce mot de jalon dans le nom de notre réunion d'aujourd'hui. Ce sont des jalons et pour des gens qui veulent faire des photos de ce style, il est très important de préciser pour chacun sur des carnets de notes à tenir pendant qu'on fait des photos, si possible, et vous notez de façon précise le lieu et l'époque de chaque photo. Des photos comme ça feront vivre à travers elles la mémoire des hommes et elles aideront à écrire l'histoire. Voilà. Je vous remercie beaucoup. On n'a pas dépassé, si on a dépassé un petit peu le temps qui m'était imparti.